à tous. On commence cette seconde journée du cercle public avec une conférence donnée par l'autrice Morgane Strutkiewicz sur la thématique du monstre dans la littérature. Durant la prochaine heure et demie, nous allons explorer avec Morgane comment se décline la monstruosité dans les livres et essayer de comprendre ce que ça dit de notre rapport à l'autre. Bonne conférence à tous. Bonjour tout le monde. Donc voilà, je m'appelle Morgane Strutkiewicz. Pour les présentations, je suis poétesse, autrice, éditrice et je fais encore d'autres petites choses. Je vais me concentrer dans cette conférence sur le monstre. C'est un point de vue artistique avant tout. Moi, je me présente à vous en tant qu'artiste, donc ce ne sera pas un point de vue universitaire. On ne va pas poser sur des références très très poussées. Et je vous dis ça, et puis après vous serez oui, quand même. Donc voilà, ce sera non exhaustif. Parce que typiquement, il y a énormément de versions différentes des monstres. Moi, je vais me concentrer plutôt sur un point de vue occidental. On va commencer à l'Antiquité et on va terminer vers on aura une petite focale sur le 19e siècle et puis sur des ouvertures d'aujourd'hui. Donc ça fait déjà quand même une large palette. Voilà. Je suis toute seule devant, comme vous le voyez. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez interagir, si vous commencez à vous endormir, peut-être une question pour se réveiller, c'est parfait. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Si il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous voulez approfondir, vous avez un exemple qui approfondit le sujet ou au contraire qui le nuance, c'est ouvert. Voilà. C'est plus une discussion que moi qui impose les idées. Donc voilà pour les présentations. Et donc nous allons parler du monstre dans la littérature. On va ouvrir un peu au-delà de la littérature. Et pour commencer, il faut définir ce qu'est le monstre. Le monstre, c'est un mot, si vous regardez dans un dictionnaire, vous aurez une vingtaine de définitions différentes. Certaines qui sont péjoratives, certaines qui sont amélioratives. Ça veut dire beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, c'est de regarder l'étymologie. D'où vient le mot monstre? Qu'est-ce qu'il englobe? Et le monstre, ça vient du latin, ça vient du verbe monere, je le prononce sûrement très mal, qui veut dire montrer. Monstre, montrer. Voilà. Donc déjà, c'est intéressant, c'est qu'on n'est pas sur créature, on n'est pas sur énorme, on n'est pas sur difforme, on n'est pas sur ces définitions qu'on aura aujourd'hui. Non, c'est montrer. Ce qui inclut déjà un regard. Le monstre, qui montre quoi à qui? Donc déjà, il y a une question en fait sur le monstre. Est-ce que le monstre existe intrinsèquement ou est-ce que c'est un regard qui est porté sur la définition est déjà en train de supposer qu'il y a un regard? Ça va être un thème important de la conférence. On est sur le regard, on est sur l'échange en fait à ce sujet. On n'est pas sur on n'est pas juste sur l'intrinsèque. Un monstre, est-ce qu'il existera seul, indépendamment du reste? Probablement pas. À partir de ce mot, monéraire, on a un autre mot, monstrum. Donc là, on se rapproche déjà plus du terme contemporain, monstre. Et monstrum, c'est intéressant parce que ça signifie avertissement des dieux. Donc on montre quoi? On montre un danger, on montre un avertissement. Il y a une relation à la divinité, aux dieux. Et un avertissement des dieux, qu'est-ce que c'est si ce n'est un jugement? Donc on est déjà dans cette relation, on va au-delà du simple regard, on va du regard qui peut juger. Donc c'est deux mots qui sont importants, vraiment, de comprendre qu'il y a le regard et il y a le jugement lorsqu'on parle de monstruosité. Si on ne comprend pas ça, je pense qu'on ne peut pas vraiment comprendre le monstre, et ça aide déjà à l'opposer ce mot. Parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on utilise très facilement et dans énormément de cas. Mais voilà, revenons au fait que pour être un monstre, il faut être regardé et il faut être jugé. Ça donne déjà une tonalité importante. J'ai dit qu'on allait commencer par l'Antiquité, c'est là où j'ai une liste de monstres justement, après j'en aurai un peu moins, donc ce sera un peu plus fouillis, mais là je l'ai bien préparé, voilà. Et je vais vous citer quelques monstres de l'Antiquité grecque, on va se concentrer sur la Grèce antique,
Voilà, il faut bien commencer quelque part. Il y a plein d'autres endroits où commencer, même dans notre culture, on aurait pu commencer chez les Babyloniens, en Mésopotamie, et ce serait sûrement très intéressant, mais je m'y connais un petit peu moins, donc voilà. Quand on parle de monstres en Grèce, on va avoir deux noms déjà qui vont revenir assez régulièrement, ça va être Charybde et Scylla. Vous connaissez peut-être Charybde et Scylla, ce sont deux créatures qui étaient des dangers maritimes qui apparaissent notamment dans l'Odyssée avec Ulysse. Et du coup, qui est Charybde, donc un des monstres qui dévore les navires, Charybde est la fille de Poséidon et de Gaïa, et qui aurait été punie par Zeus. Voilà, je parlais de jugement, d'avertissement des dieux, de punition. Punie par Zeus pour avoir volé du bétail, et du coup elle est condamnée à dévorer pour toujours. Scylla, c'est une nymphe qui, elle, a été pas punie exactement, mais qui a été maudite par Circé. Circé, une des sorcières qu'on retrouve beaucoup dans les mythes grecs, également dans l'Odyssée, et qui est un personnage central. Si le mythe vous intéresse, je vous invite à lire l'excellent livre Circé de Malvin Miller, qui l'explore de son point de vue à elle, ce qu'on ne voit pas souvent non plus dans les mythes, parce que les mythes sont quand même beaucoup centrés sur des hommes et des héros. Et donc on est encore dans ces deux créatures. On va voir Arachné, que vous connaissez peut-être, qui est une tisseuse, qui s'estime meilleure qu'Athéna. Et Athéna n'apprécie pas, d'autant qu'en plus Arachné va tisser les débauches de Zeus, donc les débauches des dieux. Donc voilà, il va y avoir le péché d'Ubris. On ne parlera pas encore de péché, mais par contre on parlera bien d'Ubris pendant l'Antiquité. Et donc elle est punie par Athéna et transformée dans cette créature difforme arachnoïde. Je ne peux pas ne pas parler de la Méduse. La Méduse qui elle aussi aurait soit défié Athéna, soit été violée dans son temple. Et malédiction d'Athéna également, son regard, et là la Méduse c'est intéressant parce qu'on revient sur la thématique du regard, le regard qui change en pierre. Donc elle est punie, elle, donc pour un acte, si elle a été violée dans le temple où elle n'a rien fait, typiquement, mais c'est quand même elle qui est punie. Et son regard est particulièrement important. On va avoir une autre créature, la Sphinge, et ça c'est intéressant parce que chez les Égyptiens, on parle de sphinx et de sphinge. Chez les Grecs, on ne parle que de sphinge. Et la sphinge, c'est celle qui pose justement l'énigme, qui va émettre également un jugement. Est-ce que ceux qui sont, je crois que c'était à Thèbes, qui la rencontrent, est-ce que ces personnes sont dignes ou non? Et en général, elles ne le sont pas, et Oedipe en est digne, parce qu'il répond à une énigme. Donc on est encore dans une notion de jugement. On va avoir la Lamia qui est une tueuse d'enfants, qui aurait été maudite par Héra parce que c'est l'une des nombreuses victimes des errances amoureuses ou plutôt de viol de Zeus. Donc voilà, elle est encore punie, puis après elle dévore des enfants. Et là c'est un thème qui est intéressant aussi, les enfants. On va y revenir très bientôt parce qu'on a les striges aussi, qui sont des créatures. Et là c'est un mot qui va nous permettre d'ouvrir plus tard sur le vampire. Parce que la strige est une créature qui se nourrit de sang, dont le lait empoisonne les enfants. Et le mot même de strige est resté pendant très longtemps, c'est imposé dans d'autres mythes. Et jusqu'au Moyen-Âge, c'était un mot qui était important. Je reviendrai dessus un peu plus tard quand on parlera des vampires, parce qu'on ne peut pas parler de monstres sans parler de vampires. Voilà. Et donc je parlais d'enfants, et là on va sortir un peu les Grecs pour une figure pareillement. On va parler de vampires plus tard. Vous qui êtes au fond, installez-vous, il n'y a pas de souci, il y a de la place, venez. On va parler de Lilith. Lilith, on ne peut pas parler de monstres sans parler de la mère des monstres. Lilith, vous connaissez sûrement le mythe de Lilith, qui aurait été la première épouse d'Adam et qui aurait refusé la couche avec lui, qui aurait refusé finalement son destin d'être l'épouse de l'homme. Et donc il y a toute cette notion de sexualité où elle a refusé la position du missionnaire, elle n'a pas voulu être la femme soumise. Donc c'est une figure d'insoumission. Elle a été punie en échange par les anges qui lui ont demandé de revenir, sinon elle perdrait 100 enfants par jour.
Donc c'est une dévoreuse d'enfants qui est maudite voilà, par la divinité pour avoir refusé refuser un rapport sexuel déterminé et pour refuser de rentrer dans un rang. Donc on parle vraiment d'insoumission. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un thème qu'on a là sous-jacent dans tous ces monstres que j'ai développés pendant dans ces mythes grecs? Une sélection, bien sûr. Tous, ce sont des monstres. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que dans les mythes grecs, on a principalement des monstres. Le monstre initial et le monstre fondamental, on reviendra là-dessus aussi avec le mythe du vampire, mais qu'on a déjà commencé à évoquer, ce sont des femmes. Et ça, c'est très important, surtout quand on se place dans la pensée grecque, qui était très misogyne. Le monstre est principalement féminin. On en a d'autres. On va voir les cyclopes, par exemple, qui là ne sont pas des monstres féminins, mais est-ce que ce sont vraiment des monstres d'un point de vue grec, puisque ce sont les enfants de Poséidon, et Ulysse est puni pour tuer les cyclopes. Du coup, est-ce qu'on est toujours dans cette même notion-là, parce que la punition, finalement, elle arrive de tuer cette créature qui est un enfant acceptable au final, même si d'un autre point de vue, c'est une créature qui dévore et qui est anthropophage. On a une autre créature qu'on ne peut pas citer, c'est le Minotaure. Et le Minotaure, on est encore sur une créature masculine, mais qui vient de quoi? Qui vient d'une union. Le Minotaure est une union, pareil, qui sort du cadre. Et c'est en cela qu'il y a cette punition. Donc on se retrouve avec une punition, mais qui est encore reliée à l'enfantement, à la femme. On l'a vu, les enfants, c'était important. Et ce qui ressort de tout ça, c'est qu'on parlait du jugement des dieux tout à l'heure. Qu'est-ce que sont les dieux chez les Grecs? Et ça fera vraiment partie des conclusions de cette conférence, donc je spoil un petit peu. Mais les dieux grecs incarnent la notion de politique, de police. C'est-à-dire que chez les Grecs, ce qui est très important, c'est d'avoir une société qui est ordonnée, qui fonctionne. Et c'est toute la notion des mythes grecs où on sort de l'ère de Chronos, qui est pour entrer dans l'ère de Jupiter. Et Jupiter Zeus, je le cite en latin, qui est vraiment celui qui apporte la politique, celui qui ne dévore plus ses enfants comme pouvait le faire Chronos Saturne, mais qui leur donne du pouvoir, qui leur donne une place et qui finalement s'occupe de la cité avec toute la notion de négociation, de compromis et de politique au final. Ce qui veut dire que être contre les dieux, quelque part, c'est beaucoup de punitions divines qu'on a vues, c'est même principalement ça, c'est être contre la société. C'est sortir du rang, sortir de ce qui est attendu, sortir des règles de la police. La police, c'est la cité. Donc ça, c'est fondamental pour comprendre, en tout cas dans quand il parle des mythes grecs, on parlait du monstre, de partir de cette transgression des règles. Et c'est là qu'on a des femmes qui ont eu des rapports hors du couple établi, donc avec des dieux, qui ont défié les dieux et qui sont souvent punis aussi sur l'enfantement, qui est encore une caractéristique maternelle et féminine. Donc je parlais du Minotaure, c'est pour ça qu'il rentre encore dans ce cadre-là, même si c'est une créature vue comme masculine. Donc comprendre ça, comprendre que c'est déjà une pression sur les femmes, que la monstruosité initiale, c'est super important, parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans toute l'histoire du monstre et dans toute l'histoire de notre société occidentale, et pas que occidentale. On va quitter un peu les mythes grecs, voilà, pour rentrer dans le Moyen-Âge. C'est qu'on a un schisme qui se fait au Moyen-Âge avec la chrétienté. Donc le Moyen-Âge, c'est une période qui est très vaste. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que ça présente. C'est un peu facile de dire Moyen-Âge, et puis en plus ça commence dans l'Antiquité tardive. Donc voilà, mais c'est pour resituer. Donc il y aura une super conférence cet après-midi sur le diable, mais je suis obligé d'en parler un petit peu, parce qu'on ne peut pas parler du monstre sans parler du diable, en tout cas en Occident. Parce que le diable devient la focale monstrueuse pendant toute la période chrétienne, et encore aujourd'hui, c'est une thématique qui revient. Le diable, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est exactement, parce que la conférence, voilà. Vous en reviendrez. Mais je parlais d'Élite tout à l'heure. Lilith est considérée comme étant devenue
l'épouse soit d'Asmodée, soit de Satan. Donc finalement, ce rejet qu'elle a eu, et du coup elle est vraiment considérée comme la mère des monstres dans pas mal de mythes, et effectivement dans les mythes contemporains littéraires, on la retrouve de plus en plus. C'est une figure qui était très discrète pendant des siècles, et aujourd'hui qu'on retrouve beaucoup. Quand il dit que personne, tout le monde voit la figure que c'est. Il y a un très beau tableau, j'ai forcément oublié le peintre, mais du 19e, on la voit déjà bien représentée. Et aujourd'hui, on la retrouvera dans des mangas, dans des livres, dans l'urban fantasy, un peu partout. On l'a même retrouvée dans Sabrina, apprentie sorcière, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est une figure qui n'est plus aussi confidentielle, c'est une figure qui est déjà beaucoup plus connue. Et donc on revient sur cette notion de diable, c'est que le diable il change un peu la donne, c'est qu'on ne vient plus dans une dichotomie, dans une opposition entre la transgression et entre la société, entre la cité, entre la politique et la transgression. C'est plus la même chose, c'est qu'on est dans on aborde des valeurs morales. C'est-à-dire que le christianisme est basé sur le bien et le mal. On rentre dedans des très grandes catégories, c'est compliqué à juger aujourd'hui qu'est-ce qu'est le bien, qu'est-ce qu'est le mal, mais en tout cas c'est la focale qu'on a. Et le diable incarne le mal, donc tout ce qui est mal, tout ce qui est opposé à Dieu est le diable. Et ça devient très facile, plus on évolue dans le Moyen-Âge, alors jusqu'à la Renaissance, quand on voit les traités de démonologie et les traités anti-sorcières, qui sont les suppôts du diable, c'est très intéressant de voir à quel point tout ce qui est mauvais est le diable. Et le diable, il est très pratique pour ça, c'est vraiment une très jolie invention, si c'est une invention, parce qu'il concentre tout en dehors de l'être humain. Ça, c'est génial, et c'est aussi une des questions du monstre qui était intéressante à l'Antiquité, c'est que qu'est-ce qui se passe quand on est puni par les dieux? On est exclu. Carrie et Scylla, elles sont sur une petite île, tout ce qu'elles ont, c'est les contacts, c'est des gens qui peuvent dévorer, c'est pas super. La Méduse, c'est pas génial non plus, le Minotaure, on s'éclate pas non plus tous les jours quand on est maudit, quand on est un monstre, on est en dehors de la cité. Le diable, pareillement, est en dehors de l'être humain. Il est là pour tenter, mais l'être humain doit choisir Dieu, il doit se séparer du diable. Le diable ne fait pas partie de l'être humain, il le tente, il peut s'immiscer, mais justement l'être humain doit résister au diable. Et ça c'est très pratique d'avoir un mal qui est externalisé. Et on retrouve aussi un changement de paradigme là-dessus, c'est qu'on a vu les monstres féminins et très féminin à l'Antiquité. Le diable est plutôt perçu comme une figure masculine. On va parler de Lucifer, on va parler de Satan, et on va le conjuguer au il. Ça va être un diable. Même si encore une fois il y a des mythes, et même si encore une fois il y a les sorcières, et les sorcières on y reviendra aussi parce que c'est super intéressant, les chasses aux sorcières, on n'est pas dans des créatures monstrueuses en tant que telles, mais on est sur cet axe de transgression et finalement ce que je disais, de suppôt du mal. Ça c'était vraiment. Et les sorcières étaient déjà mal vues à l'Antiquité. Elles étaient déjà mal vues. Elles sont mal vues dans d'autres mythes non chrétiens. C'est pas quelque chose qui est récent. Les sorcières, elles ont été haïes de tout temps. Elles étaient déjà craintes à l'époque antique. Je parlais de Circé tout à l'heure ou de Médée. Ce ne sont pas des personnages qui sont valorisés. Donc les sorcières ne datent pas du Moyen-Âge, ne datent pas de la Renaissance au moment où on les a traquées. Elles sont détraquées de tout le temps. Donc la sorcière, c'est aussi la femme libre, la femme qui sort de la société, des attentes. C'est la femme qui sert le mal parce que et le mal aime à elle, parce qu'elle ne sert pas le mal aime à elle. Ça c'est intéressant. Qui étaient les sorcières? Les sorcières étaient principalement des vieilles femmes, ou des femmes trop belles, ou des femmes qui étaient seules, des femmes qu'il fallait faire rentrer dans le rang. Et quand elles ne rentrent pas dans le rang, on a fini par les brûler. Donc ça c'est vraiment Renaissance, il y a une confusion, je ne pense pas qu'explique là la confusion soit là. Mais le Moyen-Âge, on imagine souvent que cette ère noire ou cette Dark Age, où on brûle les sorcières. Non, les sorcières ont été vraiment persécutées à la Renaissance, donc c'est-à-dire avec l'humanisme et puis après avec l'ère des Lumières. Voilà. Donc,
ça c'est important aussi de le renoter. Je ne vais pas aller plus en détail là-dessus, mais juste pour montrer que de toute façon, on revient sur une persécution des femmes avec même l'ère postérieure à l'Antiquité. Je vais faire une aparté assez longue sur un mythe en particulier qui, moi, me parle beaucoup, c'est le mythe du vampire. Voilà, je vous l'ai annoncé, je suis obligé d'en parler. C'est un mythe qui est assez peu compris et en même temps qui est aujourd'hui fondamental, qu'on retrouve partout en littérature. Voilà, qui est un peu moins aujourd'hui, mais en tout cas, il y a eu des revivals. Mais des revivals, c'est tous les 20 ans, tous les 30 ans, ou tous les 100 ans, le vampire redevient une créature qui est centrale dans le mythe et en littérature principalement. Donc ça, c'est un mythe qui est très intéressant. Et c'est un mythe qui prend ses racines, encore une fois, à l'Antiquité. Je vous ai cité les Lamia, les Striges. On a aussi les Harpies, ce sont des créatures qui volent les enfants et qui corrompent aussi les couples, qui sont voilà, des créatures de tentation, de transgression. Le vampire est une créature de transgression. Je parlais tout à l'heure de l'opposition entre le bien et le mal. Le diable qui est le mal, voilà, avec cette séparation entre le paradis et l'enfer et la terre au milieu, qui est fondamentale pour comprendre le christianisme, en tout cas le christianisme du Moyen-Âge et de la Renaissance. C'est vraiment cette peur de l'enfer qui conduit à tout. Et ça, c'est très intéressant quand on voit sur l'Inquisition. L'Inquisition, c'était... il y avait des fous de Dieu qui étaient là par sadisme. Oui, ça existait, mais c'est aussi des personnes, et donc pas des monstres. Ça va revenir aussi sur la facilité qu'on a à considérer que des personnes qui commettent des actes immoraux ou amoraux sont des monstres. On va y revenir un peu plus tard dans la partie 21, parce que ça c'est très intéressant. Mais les inquisiteurs étaient des êtres humains qui croyaient pour beaucoup à ce qu'ils faisaient, qui croyaient qu'en torturant une sorcière, ils pouvaient la conduire vers le paradis, ou en tout cas lui faire échapper l'enfer, la faire échapper à l'enfer, ou en tout cas en débusquant les sorcières, à préserver la communauté. C'est pas un mouvement de sadiques psychopathes qui s'est mis en place. Ce sont des croyants. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait pu avoir du sadisme, ça c'est une autre question, mais ils y croyaient fortement à tout ça. Et pour comprendre cette violence, en fait c'était une intervention que j'avais vue de Jacques Sirgeant, qui est un vampirologue passionnant, que vous connaissez peut-être, si vous ne le connaissez pas, je vous conseille de le découvrir, mais qui m'avait dit que qu'il fallait imaginer aussi les inquisiteurs qui font ça par amour. Et l'amour peut être une source de violence bien plus grande que la haine. Imaginez, parce que ça doit être très dur de torturer quelqu'un. J'ai jamais essayé personnellement, mais ça doit être moralement éprouvant. C'est pas un job facile. Vraiment. Au-delà de l'imagination, de tout ce que ça implique. C'est pas facile. Ça demande de se confronter à la souffrance humaine. Ça demande de commettre des actes qui sont irréversibles. Ça demande un sacrifice. Et il y a une relation qui est très intéressante, c'est pas le cadre de la conférence, entre la victime et le bourreau. C'est passionnant. En littérature, moi j'aime explorer des victimes, ça c'est facile en fait. Quand on va faire un roman sur une victime, globalement l'empathie elle est là, c'est assez facile, la rébellion on la comprend, les héros sont tous des victimes qui finalement se rebellent. C'est génial. Le bourreau c'est un personnage beaucoup plus intéressant parce que là c'est perturbant et là c'est transgressif. Et quand on se met dans la tête du bourreau, du monstre moral, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus douloureux à lire, à écrire parce qu'on doit justifier des actes qui sont injustifiables. Et l'intuition qui le fait par amour de son prochain, c'est pas évident à comprendre. Et en même temps, c'est important de comprendre qu'il y a aussi cette dimension-là, que dans leur perspective, ils sauvent des âmes. Voilà, donc petit aparté, je me suis un peu perdu, aparté dans mon aparté, ça devient compliqué. Revenons sur les vampires, donc mon aparté première. Les vampires qui sont aussi des créatures féminines à la base, principalement. On va parler de sorcières. Donc le mot sorcière, en italien par exemple, c'est streghera pendant très longtemps. C'est-à-dire que le mot était indifférencié entre le vampire et la sorcière. Et le vampire,
on a un mythe, j'y reviendrai quand on arrivera à la partie 19e, mais qui est aujourd'hui très cadré. On sait ce que c'est quand on dit un vampire. Mais alors, quand on en parle au Moyen-Âge, ça englobe une variété de mythes différents et c'est finalement très protéiforme. La succube est un vampire et en même temps une justification aussi à la transgression par rapport à un ordre religieux qui interdit le coït qui n'a pas un but reproductif. Ça c'est... Voilà. Donc comment est-ce qu'on fait pour justifier ça? On externalise. Je parlais de l'externalisation de diable tout à l'heure, on externalise sur la succube. Voilà, c'est pas une masturbation la nuit ou c'est pas une errance avec une prostituée ou avec quelqu'un d'autre. Non, c'est le diable qui a fait ça. C'est justifiable. On a été tenté, c'est compliqué d'y résister. Voilà. Donc le diable, la succube devient une justification morale à des actes qui sont... voilà, on parlera de dissonance cognitive en psycho, tu me diras Mathilde si je me trompe, mais c'est exactement ça, ça permet d'avoir une extériorisation, finalement de justifier des actes qui ne sont pas justifiables dans notre cadre de pensée. Donc ça c'est important, et c'est... voilà. Je reviens sur le vampire, du coup sa définition, le vampire c'est un mort vivant, donc c'est une créature qui revient d'entre les morts, donc qui n'est pas tout à fait vivante, qui n'est pas tout à fait morte. Elle est un peu différente des démons. Les démons qui vont en enfer, qui sont en enfer, dans le domaine des morts, ils sont là pour nous tenter, pour nous torturer, pour tout ce qu'on veut de sympa. Enfin, voilà. C'est différent. Le vampire est entre les deux. Il a un pied au paradis, un pied en enfer, mais ni l'un ni l'autre en même temps. Enfin, au paradis, pas trop. Mais on est dans une transgression de l'ordre établi, qui est un ordre, bien mal, enfer, paradis, on plonge ou on monte. Non, le vampire, il est entre les deux, il est dans cette sorte de limbe, et en cela, il est déjà transgressif, c'est-à-dire qu'il va à l'encontre d'un ordre établi, d'un ordre religieux, d'un ordre moral. Et donc c'est une créature qui déjà s'extrait de la dualité. Et c'est une créature qui... comment est-ce qu'on devient vampire? J'ai relevé quelques petites listes, il y en a énormément, selon les cultures ça change. Mais déjà, c'est intéressant, en étant sorcier ou sorcière, on peut devenir vampire. Donc, quand je parlais de liens et de mythes protéiformes, voilà, la sorcellerie peut mener au vampirisme. On peut être roux aussi. Voilà, et on rejoint encore la sorcellerie, voilà, et la pression qu'il y a eu sur les roux, les êtres différents, encore une fois. En commettant un péché mortel, voilà, mais ça peut aussi conduire au vampirisme. Donc en fait, on tue quelqu'un, on devient vampire, on a une relation mariage, on devient vampire, enfin, voilà, peu importe, on peut devenir vampire par plein de biais différents. Si on est mort hors baptême, voilà, donc c'est aussi l'importance de baptiser les nouveau-nés. Il y a plein de mythes sur les nouveau-nés qui reviennent en fait, qui n'ont pas été baptisés, donc que ce soit des mythes de spectre ou justement de vampirisme. Voilà, donc l'importance de baptiser qui était importante. Voilà, ce sont des façons d'arriver au vampirisme. Sinon, on peut aussi se faire corrompre par un autre vampire, c'est-à-dire se faire sucer le sang en général. Et sucer le sang, on revient dans un acte profondément sexuel. Et le vampire, on ne peut pas l'extraire de la sexualité. On parlait de sorcières, les sorcières sont vues comme des êtres particulièrement sexuels. Et ça, c'est une grande peur qu'il y a au Moyen-Âge. C'est que la femme est un être sexuel qui est là pour corrompre l'homme. Ça, c'est une conception qu'on a perdue aujourd'hui. Qui est importante aussi pour comprendre l'époque, c'est que la créature féminine est sexuellement plus active que la créature masculine. On a plutôt la tendance inverse du 19e et je parlerai de cette inversion justement qui est super importante. Mais voilà, donc on a la sorcière, je parlais de succube, effectivement, c'est pas très loin. Donc on est sur du rapport érotique en fait, et l'érotisme est tellement blâmé dans la société chrétienne que ça en devient un interdit, un tabou. Et finalement, ces créatures permettent aussi d'avoir une extériorisation à la fois sur la peur et sur le fantasme. Et c'est ça que le vampire est très intéressant. Et pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, il exprime à la fois le monstre de peur et le monstre de fantasme. Et donc ça, c'est une particularité de ce monstre, de cette créature, qui à la fois attire et rejette. Fait peur, mais en même temps pas tout à fait.
Et ça, c'est intéressant de parler du vampire dans ces termes-là. C'est que le vampire, c'est quoi? C'est souvent un être proche qui revient à la vie et qui vient nous hanter. Alors, ça fait très peur d'avoir un être proche qui revient, mais est-ce que ça fait si peur que ça? Est-ce que dans une société, on a très peur d'aller en enfer, on a peur de mourir? Et ça, les gens depuis toujours ont aussi répondu à cette peur de la mort. Si on a peur de mourir, alors est-ce qu'une créature qui est capable de revenir à la vie, et si on est ceci, si on est cela, ou si on la croise, on peut peut-être nous aussi revenir à la vie plus tard, est-ce que c'est si effrayant que ça, à une époque où la mort peut frapper vraiment n'importe quand de manière très facile? Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans ce vampire et dans cette monstruosité un attrait et finalement une sécurité? Oui, ça n'a pas l'air très sympa de revenir et de devoir tuer des gens pour survivre, mais en même temps, on peut revenir. Donc voilà, c'est le vampire, en tout cas, avant qu'il soit vraiment fixé dans sa forme contemporaine, je vais arriver sur sa forme contemporaine, et multiple et inclut beaucoup de questions en fait. Et je ne vais pas parler de lycanthropie, mais effectivement, loup-garou, vampire, ça a été très souvent associé aussi. D'ailleurs, les vampires peuvent se transformer en loups. Et là, quand c'est des séparations très contemporaines, non, il y a des vampires d'un côté, les loups-garous, ils ne s'aiment pas, Underworld, tout ça. Oui, c'est certes, mais en même temps, ça a souvent été confondu, la même créature. Voilà, il faut imaginer que ce sont plein de mythes locaux aussi, et que ça va de bas en haut, beaucoup sur le mythe, sur les légendes, et pas forcément quelque chose qui est établi. Et le 19e a beaucoup servi à finalement simplifier le monde en essayant de l'expliquer. Donc 19e, je parle de vampire, je suis obligé de passer par Bram Stoker. Voilà. Et Dracula. Et Dracula, qui est pas le premier roman sur les vampires, qui n'est pas la première œuvre, il y en avait déjà à la fin du 18e. Voilà, c'est pas le premier sur les vampires, mais c'est la plus marquante, c'est celle qui a vraiment fixé le mythe. Donc c'est l'une des plus intéressantes là-dessus. Et le mythe de Dracula nous trouve déjà, c'est un vampire masculin. Avant, même dans la littérature, nous avions Carmilla, qui était une vampiresse. Tandis qu'à partir de Dracula, pendant très longtemps, on a eu des vampires principalement masculins. Même s'il a ses épouses, voilà, mais qui sont ses soumises. L'œuvre de Bram Stoker est très victorienne. Personnellement, je ne l'aime pas beaucoup. Voilà, c'est un peu une hérésie quand on adore les vampires, mais en fait pas tant que ça, parce que justement, c'est une œuvre qui est là pour transformer finalement le vampire en monstre ennemi. Il y a un côté très antisémite aussi dans Dracula, le monstre de l'Est qui arrive pour envahir la noble Angleterre. Voilà, on est dans un contexte antisémite à la fin du 19e. En France, on avait l'affaire Dreyfus. C'est un contexte qui est vraiment, encore une fois, sur l'autre, l'altérité. Donc, il y a eu les femmes pendant très longtemps, mais les juifs aussi ont beaucoup souffert de persécutions. Et on revient sur les persécutés, encore une fois, avec le monstre. Et Dracula, je crois que je trouve ça très intéressant dans le film de Coppola, qui je trouve est une des meilleures interprétations du mythe de Dracula, où on se rend vraiment compte à quel point la vraie folie, elle n'était pas du côté de Dracula, mais de Van Helsing, qui est un fou de Dieu et qui est là pour vraiment rétablir l'ordre. Et c'est ça, le mythe de Dracula, c'est on a une créature dangereuse, monstrueuse, qui fait du mal, qui n'est, en tout cas dans le livre, elle a rien de positif, elle est uniquement cruelle et dangereuse. Dans les interprétations suivantes, déjà dans Nosferatu, c'était en 1922 si je ne me trompe pas, il y avait plus de nuances sur le personnage de Dracula, et ça s'est développé après dans la nuance. Mais on avait ce monstre extérieur et il faut rétablir l'ordre. Il faut rétablir le mariage entre Jonathan Harker et Mina. Voilà, c'est ça ce qu'il faut faire. Et du coup, on se retrouve encore avec de la transgression et que la foi religieuse permet de recadrer. Donc, Van Helsing est certes un scientifique, mais un scientifique fou de Dieu, vraiment. Et je parlais tout à l'heure d'inversion de la sexualité. Et c'est aussi là qu'on le trouve dans ce 19e, c'est que finalement dans Dracula, les femmes deviennent des victimes, alors que jusqu'alors elles étaient des bourreaux. Voilà, victime bourreau, c'est important pour comprendre toutes ces thématiques. On a vraiment un changement de paradigme
qui arrive au 19e et qui est ancrée aussi par la psychanalyse, où on a la femme qui finalement n'est plus cette créature assoiffée de sexe qu'on nous décrivait jusqu'alors, mais qui est une créature chaste, et au contraire c'est l'homme qui n'arrive pas à maîtriser sa sexualité, ce qui fait que la femme victime par essence doit, oui, parce que c'est encore la femme qui doit maîtriser la sexualité de l'homme aussi, en le tentant de moins en moins. Et d'où ça permet aussi une compréhension de l'époque victorienne, de l'époque des 19e. Je parle beaucoup victorien parce qu'on trouve ça en Angleterre, c'est vraiment marqué, encore plus en France où il y avait un peu plus de liberté, même si bon, les asiles en France étaient déjà là. Hein. Et c'est un peu ça. J'ai écrit là dans mes notes, et j'aime bien cette phrase, la femme se retrouve du bûcher à l'asile. Et on se retrouve avec une inversion, voilà. Cette fois, c'est une femme qui est trop sexuelle, c'est pas normal. Avant, c'était, voilà, il fallait la tuer, c'était bien. Maintenant, c'est, bon, c'est pas sa faute, c'est qu'elle doit avoir ses humeurs qui sont pas comme il faut, elle doit avoir son utérus qui la travaille, la pauvre, c'est compliqué, donc on va la traiter, on va la torturer, hein, globalement, c'est ce qui se passait dans les asiles. Voilà, il y a un exemple que j'ai lu, j'adore, en parlant de monstres. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup parlé de littérature, mais bon, c'était pas très grave. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Kellogg's. Si vous la connaissez. Ce sont des céréales pour enfants, voilà, très bien. À la base, Kellogg's, donc c'était deux frères, et il y en a un d'eux qui avait comme motto dans la vie, donc vraiment sa motivation première, était d'aider les pauvres personnes qui se masturbaient. Parce que c'était un péché, voilà, on est dans l'Amérique puritaine. Et du coup, il a créé ces marques de céréales pour que ce soit le plus fade possible. Donc, c'est pour ça qu'il faut, dans les complexes, il faut rajouter des trucs, parce que c'est pas très bon tout seul. C'est parce que c'est censé être fade. Parce que si c'est fade, ça limite l'envie sexuelle. Et du coup, c'est quelqu'un qui a mutilé génitalement des hommes et des femmes pour les aider. Donc en leur versant de l'acide, en leur brûlant le clitoris ou le sexe. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important au 19e. Mon amie Louise Lebart, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui des fois présente cette conférence avec moi, elle en parle dans un de ses romans d'Angleterre de la clitorisectomie, je l'ai bien prononcé. Donc c'était une pratique qui était faite au 19e d'ablation clitoris de femmes et qui était dans une vue thérapeutique pour les soigner de leur hypersexualité. Donc on se retrouve finalement dans des thématiques qui sont proches de la chasse aux sorcières à une époque qui se dit rationnelle. Parce que la post-Descartes, on est dans un rationalisme furieux et finalement très irrationnel. Donc c'est important, voilà, de remettre encore que même avec les changements de paradigme où on a le monstre qui devient masculin, on a malgré tout des femmes qui sont encore persécutées. Et les juifs, les personnes différentes qui font peur. Donc on est sur le monstre, l'autre. Et ça c'est un très important pour comprendre le monstre, on viendra dessus aussi. Le monstre qui représente l'altérité, l'autre. Et l'autre vraiment différent. Je vais finir sur le vampire avec un changement qu'il y a eu quand même et qui vient d'une femme. Voilà, c'était seulement dans les années 70. Je vais parler d'Anne Rice, parce qu'on ne peut pas parler du vampire sans parler d'entretien avec un vampire d'Anne Rice, et qui fait un shift très important, un basculement. C'est-à-dire que dans la série de ses chroniques des vampires, Anne Rice change de point de vue et elle nous met des vampires à la première personne. Et ça, c'est un changement radical dans les mythes monstrueux. C'est que le monstre est toujours plus comme l'autre. Le monstre est l'innommable, ce qu'on montre du doigt, ce qui est lointain. Ce que Anne Rice fait avec Entretien avec un vampire, c'est qu'elle nous met le point de vue d'abord de Louis, puis de Lestat, puis d'autres vampires. On est dans la peau du monstre. Et ce qui est très intéressant avec ces monstres, c'est que l'inhumanité du vampire, chez Anne Rice, revient à une surhumanité. J'entends par là que ces vampires, ils sont tellement humains qu'ils en sont inhumains. C'est les doutes existentiels de Louis, qui est très 19e siècle,
la flamboyance de Lestat, leurs émotions qui sont à des paroxysmes, leur dévoration, l'érotisme sous-jacent et très visible de ces personnages est exacerbé. On va dans du plus qu'humain et finalement des vampires qui sont bien plus humains que beaucoup d'humains qu'on a pu voir dans d'autres œuvres littéraires. Et ça, c'est particulièrement important. Voilà, elle a vraiment fait un schisme, donc ça a continué après. Là, c'est dans le livre, même s'il y a eu des livres et des comics, mais Buffy a continué de ce point de vue-là. On est vraiment dans des vampires qui sont là aussi humanisés. Je parle beaucoup. C'est mon rôle, et voilà. Et Buffy est génial pour ça. Années 90. On est vraiment cette fois dans la chasseuse de vampires. Ça commence. Voilà. Il y avait déjà une différence avec le film d'horreur habituel d'avoir finalement la victime classique de la petite blonde qui devient l'héroïne, la tueuse de vampires destinée à purifier le monde des forces du mal. Donc, il y avait déjà un jeu là-dessus, mais surtout sur l'humanisation des vampires qui se fait au fil de l'eau. Au début, ce sont des créatures qui sont assez. Voilà, sont presque des zombies dans le film, peu à peu ça s'humanise. La fin, le final, vous l'avez sûrement vu, si vous n'avez pas vu qu'il faut, avec finalement un des antagonistes du début, Spike, qui devient lui aussi tellement humain dans son développement de personnage, et du coup un vrai développement de personnage sur le monstre. Donc ça c'est très intéressant. Et puis le mythe du vampire a été tellement malmené et agressé par Twilight, qui a eu une influence, hélas, grande sur toute la littérature d'urban fantasy et la mouvance de la Beat Lit. Vous avez compris, j'aime pas spécialement la Beat Lit. Où là, dans Twilight, alors je n'ai pas lu, mais j'ai lu des analyses, je ne me suis pas infligé, donc voilà, je parle sans connaissance de cause, peut-être qu'il y en aura qui, parmi vous, l'ont lu, l'ont aimé, ont des choses à dire. Non, c'est pas tout à fait ça, peut-être, n'hésitez pas. Mais dans Twilight, on est sur une réorientation du mythe, finalement. Le vampire chez elle, chez Stéphanie Meyer, n'est plus transgressif. C'est une détransgression Twilight, parce que finalement on se retrouve avec le vampire qui doit avoir son mariage, qui doit avoir la femme qu'il aime. On se retrouve finalement dans un mythe mormon. Voilà, Twilight est un livre religieux écrit pour les adolescents. Du coup, c'est en cela aussi qu'il peut être problématique, c'est qu'il est abordé comme un livre d'urban fantasy, mais c'est aussi un livre de propagande. Et ça, c'est important aussi de recontextualiser la séparation artiste-œuvre. Globalement, voilà, c'est très compliqué. Et là, on est sur une autrice mormone qui nous retransmet dans son œuvre les valeurs morales mormones, donc puritaines, c'est-à-dire tout ce qu'on disait sur le vampire qui était la transgression, la sortie des règles, tout ça. Là, on remet les règles finalement. Donc l'anti-avortement, ce sont des thématiques qui sont abordées dans cette littérature. Donc, et ça a été suivi par beaucoup d'œuvres. Et finalement, le vampire devient un humain comme les autres, souvent toxique, et finalement qui a cette part de fantasme, mais il n'y a plus la transgression, il n'y a plus la puissance érotique, il n'y a plus le danger qu'il y avait avec le vampire. C'est une illusion en fait. On est dans un cadre très safe, où on sait que quand on va commencer un livre de Beat Lit, 9 fois sur 10, après il y en a qui sortent des rangs et qui justement ne rentrent pas dans cette mouvance-là, parce que ça reste vaste, on ne peut pas non plus dire que tous les livres sont comme ça. Mais dans une immense partie, on est dans un cadre très consensuel où finalement le vampire devient une créature, le petit ami parfait, un peu bad boy mais pas trop, qui a quand même une âme, voilà. Ce qui était déjà dans Buffy, mais dans Buffy, voilà, qui était vu comme de l'ironie avec énormément de second degré. Le personnage d'Angel n'est pas du tout premier degré dans Buffy, devient quelque chose de très premier degré. Donc voilà, on peut encore écrire des œuvres sur le vampire qui sont transgressifs, c'est pas le sujet. Moi j'ai bien écrit sur le vampire. Je parlais de livres qu'on avait publiés dans la maison d'édition voilà, Noir d'Absinthe, dont je suis éditrice. Donc voilà, on peut parler encore du vampire et être transgressif, même si globalement le mythe a été bien aseptisé et lissé.
quelque chose qui dans la littérature contemporaine se retrouve beaucoup. On parlait hier des IA, voilà, qui suit finalement un lissage qui est déjà bien en place dans la littérature contemporaine. Et quand on parle du monstre, justement, on est dans l'inverse du lisse. C'est toujours compliqué, parce que le monstre en littérature contemporaine, il peut être finalement rien de monstrueux et c'est juste une jolie image très lisse, alors qu'on a vu le monstre va quand même dans les profondeurs, il interroge sur notre rapport à la société, sur notre rapport à l'autre, sur notre rapport à qu'est-ce qui pour nous relève de l'interdit. Je vais faire une toute petite aparté encore, sur les fantômes, qui sont une autre forme monstrueuse, et qui finalement se rapproche un petit peu du vampire dans le sens où ce sont des créatures. Voilà. Les mythes sont très variés sur les fantômes, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des cultures. Globalement, ce sont des personnes mortes qui reviennent à la vie, pour des raisons différentes selon les légendes. Ça peut être parce qu'elles ont été tuées dans des conditions extrêmes. On est dans un rapport victime. Elles ont tué et elles ont été abjectes. On est dans un rapport bourreau et c'est souvent ça, victime ou bourreau. Parce qu'on devient fantôme souvent avec une émotion très forte, avec une mort violente et avec, on retrouve beaucoup dans la littérature et notamment contemporaine, un besoin finalement de rétablir l'ordre des choses pour mettre en paix le fantôme qui n'a pas fini sa tâche, qui est sorti de sa vie avant l'heure. Donc il y a ce côté-là. Mais souvent pourquoi? Parce qu'il est victime ou au contraire il a été bourreau. Donc ça, ce sont des créatures qu'on retrouve beaucoup. Je ne vais pas m'appesantir dessus parce que ça fait déjà un petit moment qu'on a commencé et il faut avancer. Mais c'est encore une fois cette thématique entre la victime et le bourreau. Je me répète. On va faire un petit retour au 19e siècle, ça nous avait manqué, avec une autrice fondatrice. On ne peut pas ne pas parler d'elle. Elle est pour moi plus importante encore que Bram Stoker. Je parle de Mary Wollstonecraft Godwin, qu'on connaît plutôt sous son nom Mary Shelley, son nom d'épouse, et qui a créé le Prométhéen moderne, Frankenstein. Donc la créature de Frankenstein est particulièrement importante d'un point de vue littéraire et pour parler du monstre. Déjà d'un point de vue littéraire, parce qu'on est à la frontière de deux genres. On est déjà dans la naissance du fantastique. C'est l'une des premières autrices fantastiques. Il y en avait d'autres déjà à l'époque. Je n'ai pas tout mon historique des auteurs et autrices fantastiques, donc ça, elle s'inscrit dans une mouvance. Mais à seulement 19 ans, c'est assez incroyable pour créer une œuvre fondatrice fondamentale du fantastique. Et en même temps, c'est l'une des précurseuses de la science-fiction. Donc le roman de Frankenstein est un roman de science-fiction et en même temps un roman fantastique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la science-fiction plus, on est aussi dans le réalisme magique. Parce que le fait de revenir à la vie par l'électricité, c'est quelque chose qui est presque de l'ordre de la magie. Donc on est plus sur un registre fantastique, même si elle aborde des thématiques qu'on va retrouver pendant très longtemps et qu'on retrouvait déjà, et qui sont très importantes. Et Frankenstein nous interroge sur qui est le monstre. Quand on dit Frankenstein, on pense à la fois à la créature de Frankenstein, qui est le monstre par essence. Une créature tellement difforme que lorsqu'elle revient à la vie, elle est rejetée par tous, ostracisée, même par son créateur, son père n'en veut plus. Et on a Victor Frankenstein, qui est le créateur, le savant fou, qui rejette sa propre créature, mais qui est bien sous tout rapport, à part qu'il faut déterrer les cadavres et qui reconstruit des corps. Et là, ça pose la question de qui est le monstre dans Frankenstein. Et ça, c'est super important, qui est le monstre, parce que là, on aborde tout de suite le dilemme moral dont je parlais plus tôt. Parce que le monstre est certes quelque chose de physique. On a vu plutôt des créatures différentes physiquement qui étaient punies pour leur morale, ou leur immoralité. Mais là, on a une créature qui non seulement est punie, mais la créature de Frankenstein n'a rien fait d'immoral pour être punie. Elle est juste née, elle est punie pour ce qu'elle est. Et en même temps, on a Victor Frankenstein, qui crée un enfant, qui le rejette, qui pratique une forme de nécromancie, enfin vraiment, qui est un être humain moralement questionnable. Et là, c'est toute la question de qui est le monstre dans cette histoire. Et on va parler avec Frankenstein, ça a été une ouverture et en même temps une continuité d'un thème qui est super important en littérature et notamment en science-fiction. C'est pour ça que je dis que c'est aussi un précurseur de la science-fiction.
c'est que on va partir avec Frankenstein de la créature artificielle. C'est un être humain qui crée un autre être vivant. Et donc ça, c'est une des questions très importantes en science-fiction. On peut remonter déjà très loin, et il y a justement la conférence sur les IA, le mentionnait déjà, on peut remonter dans l'ancien mythe des créations dans le monde grec, il y a aussi dans les mythes juifs, on va parler du golem. Et le golem, c'est vraiment ça, c'est la création d'un être par un autre. Donc on est déjà sur des thématiques très anciennes dans Frankenstein, et ça va ouvrir sur toute la question de l'androïde et du gynoïde, qui sont des robots à apparence humaine. Donc qui là sont très importants dans la science-fiction prospective, qui sont des thématiques déjà bien abordées dans les années 70. Et je suis obligé de citer une œuvre très importante aussi, qui est Les androïdes reptiles de moutons électriques, qu'on connaît mieux sous le nom de Blade Runner, le film qui a été adapté, et qui est quand même mieux trouvé que l'œuvre originale. Voilà. Et du coup, toute cette œuvre interroge sur qu'est-ce qu'un être humain et qu'est-ce que l'altérité. Dans l'œuvre, il y a un test pour déterminer qu'est-ce qu'est un androïde et qu'est-ce qu'est un être humain. Ça s'appelle le test de Volcan, et il est super intéressant. C'est pour déceler la part d'empathie chez la personne qui est testée. Et du coup, s'il n'y a pas d'empathie, c'est un robot. S'il y a de l'empathie, c'est un être humain. Voilà. Donc ça veut dire que déjà le monstre, l'autre, l'altérité dans cet univers, et les androïdes, voilà, il y a des révoltés, justement, ce sont des androïdes qui sont censés être mis à la case, des anciens modèles qui finalement refusent de mourir, et refusent d'être simplement des serviteurs. Voilà. Donc il y a cette révolte, et qui est effrayante pour la société. Donc on se retrouve encore une fois avec, il y a la société qui fonctionne bien, tout est parfait dans la société, et puis il y a des vilains révoltés qui arrivent et qui veulent des droits, mais qui a le compte, et qui du coup sont violents pour réclamer ces droits. Est-ce que ça rappelle quelque chose à des gens ici? Mais je ne sais pas. Globalement, c'est quand même un sujet qu'on retrouve beaucoup dans les études sociales et dans l'histoire. Et donc la question, c'est assez simple. C'est un robot, pas d'empathie, donc c'est facile. L'empathie est dans cette œuvre le fondamental de qu'est-ce qu'est un être humain. C'est-à-dire que si on peut ressentir les émotions de quelqu'un d'autre, si on peut comprendre les émotions de quelqu'un, on est un être viable qui a le droit de vivre. Si on ne peut pas, on ne l'est pas, on est un robot. Sauf que, et là c'est Ridley Scott, je trouve, a eu un positionnement qui est très bien dans son film, moins bien dans ses analyses de son propre film. Il nous dit que, vous avez sûrement tous vu le film ou lu le livre, Descartes, donc, qui est un chasseur de réplicants, un Blade Runner. Il y a la question, est-ce que c'est un être humain ou est-ce que c'est un répliquant? C'est une question fondamentale à la fois du livre, de la nouvelle, et du film. Et il y a ce doute qui est permis. Et il y a ce magnifique, vraiment dans le film c'est tellement plus beau que dans le livre est un peu plus froid. Philippe Dick est un écrivain absolument génial, mais qui a aussi une vision assez froide. C'est pas forcément accessible, il y a un côté, c'est pas hard à sell parce que ces personnages sont plutôt bien construits, ça reste intéressant à lire, mais le film, je trouve qu'il va au-delà pour le point de vue émotionnel, avec cette scène finale où on a cet androïde finalement poète et philosophe qui interroge sur ce qu'est l'humanité, voilà, on revient sur des questions prométhéennes. Je n'ai pas parlé de Prométhée dans l'unité antique, mais Prométhée, un dieu puni pour avoir apporté le feu aux hommes. Voilà. Et le Prométhéen moderne, c'est l'autre nom de Frankenstein. Le titre complet, c'est Frankenstein ou le Prométhéen moderne. Et là, on a toute cette notion de Prométhée, d'apport à l'humanité. Et en même temps, on a donc ça donné par un androïde qui ne passe pas le test de l'empathie et qui est un monstre. Et on a cette personne qui le poursuit avec une froideur du début à la fin et qui est troublé à un moment donné quand il rencontre une androïde. Bon voilà, là c'est dans les films c'est très années 70-80, un peu old school, mais malgré tout cette fin est magnifique là-dessus parce qu'on se pose la question quand on réfléchit au film, qui est le monstre?
encore une fois, comme avec Frankenstein, est-ce que finalement un être humain psychopathe qui n'a aucune émotion alors qu'il traque un autre être vivant qui est capable d'art, qui est capable d'avoir une conscience artistique, ce que Descartes n'a absolument pas, lequel est le monstre, lequel est l'être humain adapté à notre société. Et ça, c'est Ridley Scott qui tranche en dehors de son film en disant mais c'est un répliquant Descartes, et je trouve que là, ça va à l'inverse du livre et à l'inverse de tout ce qui serait intéressant, c'est de montrer cette opposition entre un humain froid et psychopathe, on parlait de l'inquisiteur tout à l'heure, et justement un monstre empathique. La créature de Frankenstein, c'est ça, c'est une créature finalement très infantile, mais qui en même temps est douée d'émotions, mise au monde par quelqu'un qui dit « Ah, t'es moche, je veux plus de toi. Qu'est-ce que j'ai fait ?» Donc on a cette opposition-là qui est très importante. Voilà. On parlait 19e, donc on va parler début 20e, avec un auteur, moi, que je ne maîtrise pas très bien, mais je ne peux pas ne pas parler de lui, c'est Lovecraft. Voilà, parce que Lovecraft, il a aussi une approche du monstre qui est très intéressante et qui est assez différente. Chez Lovecraft, on est vraiment dans le monstre. Il n'y a pas de mots pour décrire ce monstre. On est dans la frontière à la folie. Voir le monstre, voir l'autre, c'est c'est devenir fou. C'est perdre la conception du réel. Donc on est dans une interrogation par rapport au réel, qui sont des thématiques importantes pour l'auteur. Voilà, quand je disais que c'est compliqué de séparer l'artiste de l'œuvre, on est en plein dedans. Voilà, ce sont ces thématiques, ces blessures psychologiques aussi qui retranscrivent cette grande peur. On est dans le monstre peur, mais tellement grand qu'on ne peut même pas le concevoir. Et dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est que ces monstres chez Lovecraft s'apparentent à des divinités. On est sur des créatures qui sont tellement gigantesques, qui sont endormies depuis des éons. Est-ce qu'on peut parler de démons ou de dieux ? De ce que j'ai compris, on oriente plutôt vers la divinité. Et du coup, on se retrouve une nouvelle fois avec l'interrogation de la divinité. Et là, on avait vu depuis le début que le monstre, c'est une punition des dieux, puis de Dieu. Et là, on se retrouve avec le monstre et Dieu. Et c'est encore une fois, là on est dans un schisme, ça rentre pas forcément dans le même cadre que je vous disais depuis le début, mais je pense que c'est super intéressant de voir aussi cette vision-là. Et on est sur un rejet presque métaphysique de l'altérité. Et voilà, on est dans une ère aussi de peur et de terreur permanente, qui sont intéressantes parce que c'est vraiment l'émotion principale que suscite le monstre. Je vais parler encore une fois, 19e, 20e. Il y a une différence en anglais qu'on n'a pas forcément une notion sur le mot monstre, c'est qu'eux, ils ont le mot freak et le mot monster. Et le mot monster, ils s'adaptent plus à des créatures, le mot freak à des êtres humains qui sont monstrueux. Et pour ça, on va parler des freak shows. Donc ça, ce sont des choses très réelles, où on a des personnes vues comme monstrueuses pour leur côté physique, qui sont exhibées et qui sont montrées. Voilà, montrées. Le freak show, c'est l'exemple typique de la monstruosité qui est montrée. On revient dans la définition principale. Et là, c'est pas un livre que j'ai cité, c'est une série télévisée, la saison Freak Show, d'American Horror Story, je ne sais pas si vous l'avez vue. Elle est super intéressante là-dessus, parce qu'on commence justement dans un freak show et les premiers épisodes ce freak show montre l'extrême de personnages. D'ailleurs, le créateur de la série a voulu aussi prendre des artistes qui étaient concernés, donc c'est vraiment des personnes naines, c'est vraiment des personnes avec une difformité physique, pas tout le monde. Il y a vraiment cette exploration aussi du corps, et on est sur ce rejet, cette peur du corps différent. Et les premiers épisodes montrent ce corps qui est effrayant. Le freak show devient un endroit, en tout cas au début, qui est censé faire peur. Puis peu à peu, à mesure que la série progresse, que cette saison avance, il y a un côté presque familial là-dedans. Finalement, les personnes qui sont intégrées dans le freak show font partie de la famille. Et c'est de moins en moins effrayant. On transforme ces créatures montrées extérieures qui font peur au premier épisode, finalement comme des personnages qui font partie d'une famille et qui deviennent
qui suscite de l'empathie chez le spectateur. Et ça, c'est très bien fait, c'est fait exprès. Et à côté, on va avoir un autre personnage qui est absolument génial, moi j'adore, qui est un petit bourgeois dans une petite famille puritaine, qui a sa maman très proche de lui, et qui n'est pas du tout un flic, qui est plastiquement parfait et tout. Et on voit peu à peu son basculement, enfin non pas son basculement, mais le déploiement de sa psychopathie. Et ce personnage est rejeté par les flics parce qu'il n'est pas un être moral et il n'est pas un flic. Et il le vit très mal et il devient un de leurs antagonistes qui agit de façon monstrueuse, entre guillemets. Et c'est encore toute une fois la question de qu'est-ce qu'est le monstre dans cette thématique. On a aussi dans la série un chasseur de monstres qui essaie de couper de les récupérer pour les mettre dans du formol. On est aussi là sur un personnage qui ressemble à Descartes, qui est finalement quelqu'un de très froid, qui le fait pour l'argent. Et finalement, le vrai tweak, le vrai monstre dans cette œuvre n'est pas celui que l'on croit. On revient sur la question morale. Il y a le personnage du clown aussi. Et le personnage du clown, après bon ça fait beaucoup, mais oui, qui est aussi très intéressant, qui est toujours à la limite entre les deux. Un auteur qui travaille beaucoup sur ce thème, c'est Clive Barker, un auteur d'horreur que moi j'affectionne beaucoup, et qui lui, dans la même démarche en fait qu'Anne Rice, mais différemment, il n'a pas la même sensibilité artistique, va nous mettre dans la peau du monstre. Et ça, Clive Barker, c'est un personnage qui est intéressant parce que c'est quelqu'un qui a fait partie de la scène LGBT à San Francisco. Voilà, donc un homme gay dans les années 70-80, pas forcément évident, la période du sida. Donc voilà, quelqu'un qui a une vie dense et riche. Encore une fois, on ne peut pas séparer l'artiste de l'œuvre. Et lui, il parle de l'amour du monstre. Il nous met aussi le monstre dans toute sa nuance. Et dans ses œuvres, on se retrouve à la fois avec des personnages monstrueux qui ont une parole, on rentre dans leur tête. Dans Damnation Game, c'est son premier roman, 86, que j'aime beaucoup. On se retrouve avec un personnage, on a des antagonismes entre des personnages qui sont humains, qui sont sorciers, qui sont immortels, et on a ce personnage qui est absolument abject, qui est revenu entre les morts, qui est une sorte de mort-vivant, qui aime découper les enfants et qui a des violences sexuelles et physiques envers eux. C'est un personnage abject. Et en même temps, on rentre dans sa tête, c'est un point de vue de narration. Quand je parlais du bourreau, c'est ça aussi qui est intéressant. Donc là, on est dans un monstre physique, un monstre moral, et on est dans sa tête. Et est-ce que sa tête est pire que certains autres personnages qui ont des... Sûrement oui, mais ça permet aussi d'avoir une compréhension et d'ouvrir sur l'altérité, sur l'autre dans toute la monstruosité. En parlant de monstres moraux, il y a un thème qu'on peut aborder aussi, c'est celui des tueurs en série. Donc là, on est sur des faits très réels qui sont beaucoup vus aussi en littérature, dans les séries, et qui passionnent. Depuis Jack l'Éventreur, c'est une passion pour les tueurs en série. J'ai quelques statistiques que j'ai prises à l'arrache avant-hier soir à minuit. Donc, aux États-Unis, la plupart des tueurs en série sont aux États-Unis. C'est-à-dire que depuis les débuts du recensement, c'est 67%. Enfin, 66,6%. Non, 67%. Voilà. Et parmi ces tueurs en série, 11% sont des femmes. Et les femmes, c'est souvent dans un cercle intrafamilial ou pour des questions monétaires. Donc ça, c'est une différence. Et avec un grand pic dans les années 80. Voilà. Et le tueur en série, c'est un monstre très intéressant parce qu'il captive l'opinion publique. Et c'est un monstre qui, physiquement, n'est pas difforme. C'est juste moral. On revient dans cette moralité. Et finalement, cet attrait pour l'autre. Et le tueur en série est, en termes de mortalité, en termes de crime, c'est quelque chose qui est anecdotique. C'est-à-dire que ce n'est pas la majorité des crimes. Par contre, c'est ceux qu'on connaît, c'est ceux dont on se souvient. Et ça, c'est un peu la même chose qu'avec l'image qu'on a, je trouve, du violeur. C'est super intéressant, c'est que quand j'emploie le mot violeur, souvent, ce qui va arriver en tête, ça va être la personne masquée dans un parking souterrain. Voilà. Il faut rappeler que, là aussi c'est une statistique que j'ai regardée du ministère de l'Intérieur en 2020, donc voilà. 82% des morts au sein d'un couple sont des femmes,
et que globalement, j'ai les statistiques là aussi, je ne sais plus, que pour les viols, c'est 91% des victimes qui connaissent leur bourreau. Et donc là, on se retrouve à la fois avec le tueur en série et avec celui du violeur en série, et de cette créature humaine, mais de l'ombre qui n'est pas tout à fait humaine, avec une vision fantasmée extériorisée. On revient avec le diable, exactement, la boucle est bouclée, parce que ces criminels-là sont vus comme extérieurs à la société. Et ils sont souvent punis. Quand un violeur arrive en prison, ça arrive, rarement, ça arrive. C'est très mal vu. Si en plus c'est des viols pédocriminels, c'est encore plus mal vu et ça peut être la source de violences supplémentaires qui sont dans les cadres carcéraux. Donc le violeur est unanimement rejeté de la sphère morale. C'est tout comme le tueur en série. Mais c'est là que c'est intéressant, c'est que ça c'est une image qui cache la forêt, et finalement je disais 91% le perpétrateur, je ne sais plus comment dire en français, le criminel, le violeur est connu de la victime. Donc ça c'est encore une fois très intéressant parce que ça interroge sur ce qu'est le monstre et à quoi est-ce que sert le monstre. Et c'est là que qu'on rentre vraiment dans des questions sociales, parce qu'en fait, on ne peut pas aborder le monstre sans aborder les valeurs, sans aborder nos sociétés. Le monstre, c'est une opposition à la société. En sciences sociales, voilà, de mes cours de ES, de première et de terminale, donc voilà, ça date un petit peu, mais je me souviens bien de ça, ça m'avait marqué. C'est qu'on a la norme. Qu'est-ce qu'est la norme? Ça, c'est une question qui est super intéressante, parce que le monstre s'oppose à la norme, il s'oppose à la société. La norme, c'est quoi? La norme, c'est là où se trouve la plupart des gens. Ce qui fait que la norme n'existe que par rapport à elle-même, à un instant donné. C'est que la norme d'aujourd'hui n'est pas la norme d'hier, n'est pas la norme de demain. C'est quelque chose qui est très fluctuant et qui en même temps s'impose à l'ensemble. La norme, c'est la majorité et c'est c'est un concept social qui est vraiment important à comprendre pour comprendre le monstre et finalement pour comprendre le monde dans lequel on évolue. Parce que la norme définit énormément de choses. Quand on est dans la normalité, on passe pour invisible. Et du coup, je parlais de crimes ordinaires et de crimes normaux. Souvent, on parle des viols, mais je crois que c'est 10% des viols qui font l'objet d'une plainte. Et dans les plaintes, c'est 3 sur 10, 3%, je ne sais plus. Enfin, c'est un nombre très très faible qui mène à une condamnation. Parce que on est dans cette notion de norme, et finalement, sortir une personne normale de la norme, c'est très très compliqué. Et ça voudrait dire que finalement, la norme est quelque chose qui est très rassurant, qui permet de consolider une société et se rendre compte que finalement la norme elle est bâtie que sur un ensemble d'individus différents et que c'est pas un ensemble si homogène que ça pose question. Et du coup, qu'est-ce qui sort de la norme? Donc là, il y a deux termes. Il y a le déviant. La personne déviante est une personne qui a encore un pied dans la norme, mais pas tout à fait. Voilà. Ici, on va voir beaucoup de métalleux ou de goths. Globalement, ce sont des déviances. Parce qu'on est dans des contre-cultures, dans des sous-cultures qui sont encore rattachées à la culture générale, mais qui ont des différences qui sont vues comme un peu différents. Voilà, ce sont pour la société classique dans l'ensemble. Bon, c'est intéressant, mais voilà, c'est un peu troublant, c'est déviant. Et on a la marginalité. Et la marginalité, ce sont les personnes qui sont exclues de la société et qui sont exclues et qui perdent leurs droits dans la société. Et pour moi, marginal égale monstre, monstre égale marginal. En fait, qu'est-ce que le monstre? Et c'est là où je vais en arriver. C'est pour moi le monstre est l'incarnation de la marginalité. Et c'est ce qu'on a vu dans tout ce qu'on a traversé là au final. S'il y a une chose qui revient à chaque fois, c'est que le monstre est opposé à la société, est opposé à la norme. Et du coup, c'est ça que l'on montre.
on montre quoi? Quelque chose qui est opposé à la norme. On prévient, on avertit que, attention, si tu fais ça, tu vas être exclu de la société. Et nous sommes des êtres sociaux. C'est très difficile d'être exclu de la société. Donc finalement, la monstruosité est aussi un avertissement. Et là, c'est là où je veux parler d'avertissement de Dieu, d'avertissement divin, et finalement d'avertissement politique, politique au sens de la cité. On est dans cette exclusion. Voilà. Et le monstre, dans ce cas-là, il a aussi une fonction. On revient sur les tueurs en série, sur le viol, sur tout ça. C'est qu'il permet d'exclure des individus problématiques de la société et de leur faire porter individuellement le poids de leur immoralité, quand il y a immoralité, mais des fois il peut y avoir des monstres très vertueux, hein, ça n'a rien à voir. Vous voyez dans les créatures, même dans la littérature, et même pas forcément de manière assumée par les auteurs, on peut avoir des personnages qui sont très vertueux et qui sont monstrueux. C'est pas la question. Mais ça permet, le monstre il permet de nous désengager collectivement et de pointer du doigt quelque chose d'extérieur et qui est responsable. Non, ce violeur, c'est un monstre, parce que il a des troubles, sexuels, c'est un déviant, c'est un criminel. Ce n'est pas quelqu'un qui fait partie d'une société qui induit la culture du viol et qui perpétuellement ramène les femmes à l'objet et tout ce qu'on a vu depuis le début en fait. Non, ce n'est pas un problème de société, c'est un problème d'individu. C'est très facile d'avoir des individus qui finalement deviennent la responsabilité. Je parlais des États-Unis. 67% des tueurs en série sont aux États-Unis. Quand on regarde les crimes par arme à feu, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'était dans les 11 000 par an, quelque chose comme ça, dans les derniers chiffres que j'avais, globalement ça s'infirme. On est sur des chiffres qui sont absolument faramineux, en fait, de blessures par arme à feu, de meurtres, de crimes. Et on individualise, on responsabilise les individus. C'est un tueur en série, c'est un fou qui a fait un mass shooting dans une école. Non, ce n'est pas parce que la société permet qu'il y ait des armes et favorise finalement la prolifération des armes à feu et cette vision de la violence, cette réponse violente à l'environnement. Donc on est vraiment dans ce cadre-là qui est le monstre permet de le justifier. Et là, je vais revenir à voilà, il fallait qu'un instant qu'on fasse le point Godwin, c'est important. On vient au monstre aussi en outil de propagande qui permet de déshumaniser les individus. On parlait de société, de sortir de la norme. Et ça, c'est quelque chose que l'on a vu à d'innombrables reprises dans l'histoire. Et l'histoire du XXe siècle est importante là-dessus, parce qu'on se retrouve avec le Troisième Reich qui déshumanise des êtres humains et justifie leur extermination. Le monstre, c'est le juif. Le monstre, c'est l'autre, c'est l'altérité. On revient et ça a un impact tellement important sur notre histoire. Et le monstre permet cela, parce qu'en fait, en transformant toute une catégorie de population en monstre, on justifie leur extermination, encore une fois. Après, il y a à Nuremberg, qui fait procès après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, si je parle des nazis, on va se dire que ce sont des monstres. On va encore une fois justifier leurs actes en disant que ce ne sont pas des êtres humains, que ce sont des monstres. Les nazis, et ceux qui ont exterminé les juifs, ils ont fait des monstres parce qu'aujourd'hui, on sait que ce ne sont pas des monstres, alors que, on sait. J'espère qu'entre nous on le sait. C'est pas forcément le cas dans toute la société française aujourd'hui. Par contre, on va dire que le nazi est un monstre. Mais le nazi est un être humain. Le nazi fait partie d'une société. Le nazi s'est développé, il n'est pas devenu antisémite comme ça par hasard. J'ai mentionné l'affaire Dreyfus tout à l'heure. C'était en France. C'était bien avant le nazisme. Le juif est rejeté depuis tout temps. Les ghettos, ce ne sont pas les nazis qui les ont créés. C'était déjà à l'époque vénitienne, il y avait déjà des ghettos. Le mot vient de là. Ce qui veut dire que le nazi, parce qu'il a commis des actes atroces, est un monstre, c'est encore se déresponsabiliser. Alors nous, on n'est pas responsable des actes des nazis, mais c'est facile de déresponsabiliser et de déshumaniser finalement celui qui déshumanise. Ça ne fonctionne pas non plus, c'est trop facile. Ce qu'il faut, c'est se replonger aussi dans l'être humain. Et ne pas oublier que l'être humain est capable de tout ça, et que c'est la monstruosité
c'est une illusion, c'est quelque chose que l'on montre, c'est quelque chose qui existe quand il y a un regard. Un monstre, pour moi, n'existe pas intrinsèquement. Et aujourd'hui, on est encore dans cette dialectique. Là, on a des thématiques en ce moment en France et en Europe qui sont particulièrement cruciales là-dessus. On se retrouve avec le pointage du doigt des musulmans permanent. Donc là, vous avez tous entendu parler de l'abaya qui est interdite à l'école. Ce n'est quoi si encore remettre des charges, re-exclure et finalement retransformer des êtres humains en quelque chose d'autre qui ne fait pas partie de la société. C'est un processus de monstration. On peut parler aussi des LGBT qui aujourd'hui subissent une attaque permanente, que ce soit en France, que ce soit dans d'autres États. Et là aussi, on les transforme en monstres, on les humanise, on n'est plus dans l'individu, dans l'humain, on est dans la créature qui fait partie d'une volonté de subvertir la société. Donc on est par une opposition à la société, ce qui permet de finalement justifier des politiques qui enlèvent des droits à des personnes parce qu'on les déshumanise. Et ça, c'est la thématique qui est particulièrement importante. Et on est vraiment sur une punition du collectif sur des individus. Et parce que les dieux en Grèce antique, je reviendrai là-dessus finalement, c'est le triomphe de la politique, c'est le triomphe de la société, et du coup c'est la punition, encore une fois, de l'être qui est différent. Et ne pas aborder ces questions-là quand on écrit un livre sur les monstres, quand on les illustre, quand n'importe quoi, c'est passer à côté de l'essence même de ce que ça représente et de l'impact qu'il a au quotidien dans notre réalité sociale et matérielle. Ce ne sont pas des thématiques de littérature, c'est pour ça que j'étais beaucoup plus loin que la littérature, parce que le monstre en littérature, il a un intérêt parce qu'il traite d'un sujet qui est social, contemporain, mais en fait intemporel et profondément humain. Donc voilà, je terminerai sur ces mots. Je crois qu'en plus on est déjà à 12h28, cette perfection. Si vous avez quelques questions, parce qu'on avait commencé un peu plus tard, n'hésitez pas, ou des remarques, ou des approfondissements, ou des nuances. Voilà, moi j'ai pas la vérité, c'est encore une fois un discours d'artiste qui réfléchit à la question, visiblement. Mais malgré tout, tout est ouvert à la discussion, c'est toujours approfondi. Pour rebondir par rapport à les nuances que tu as apportées, je n'avais jamais vu des choses comme ça. Rapport pro-victime, inquisition sorcière, la façon dont par amour du bien, ils vont faire le mal, et mon Dieu, c'est dur pour eux. J'avais jamais vu ça de ce point de vue-là, je trouve ça super intéressant. Maintenant, torturer quelqu'un, ça peut être, on l'a vu, il n'y a pas si longtemps que ça peut être quelque chose de particulièrement jouissif. Et c'est vrai que de l'image que moi j'avais eue de cette époque-là, et des écrits que j'ai pu lire, il n'y avait pas trop cette notion d'amour et de « je me fais du mal en torturant l'autre ». Et je ne sais plus du tout, peut-être que les gens ici savent, un vague souvenir, il y avait une sorte de reality show, je ne sais pas si c'était un jeu, où on filmait des gens en fait, il y a eu un test qui avait été fait, où on devait électrocuter des gens, je sais pas quoi, monter le level et tout, et c'est là qu'on a vu en fait le degré de perversion humaine, même par le jeu en fait. Donc en fait, même si, en fait moi ça me pose la question, est-ce qu'on peut trouver du plaisir de base à torturer quelqu'un sans la cause de Dieu comme à l'époque, tu vois? On est, je pense, là-dessus dans une question de pouvoir, principalement. La personne qui torture a du pouvoir sur. Et ça, c'est particulièrement important. Et quand je notais effectivement cette nuance sur l'inquisition, alors c'est pas moi qui l'avais relevé en plus, c'est quelqu'un que je trouve très intéressant sur le sujet, mais elle m'avait parlé aussi, elle m'avait dit, effectivement, réinterpréter aussi de ce côté-là, du côté des valeurs, pourquoi faire ça? Est-ce que c'est fondamentalement toujours quelque chose de sadique? J'entends que le sadisme et la jouissance de la prise de pouvoir sur l'autre et la criminalité, j'ai parlé de tueurs en série, de viol, qui sont quand même quelque chose de très important, et on est toujours dans cette notion de pouvoir finalement prendre le pouvoir sur quelqu'un. Et donc ça, c'est particulièrement important.
je pense qu'on ne peut pas passer à côté, et l'Inquisition, voilà, c'est pas pour légitimer quoi que ce soit, c'est pour nuancer que c'est compliqué de savoir, en plus on n'y était pas, à quel point peut y avoir ces nuances-là, à quel point finalement le fait d'agir comme ça, c'est de toute façon rentrer dans un cadre où on crée du sadisme et de la jouissance. C'est super compliqué, et je pense que c'est complexe sur l'esprit humain, parce que c'est toutes les contradictions. On peut faire ça pour des bonnes raisons, et finalement, est-ce que les inquisiteurs, ils étaient « Ah, chouette, aujourd'hui, j'ai quelqu'un à torturer », ou est-ce qu'il y a le regard brisé de quelqu'un qui fait trop ça? C'est le regard du bourreau aussi. Alors, le bourreau, on n'est pas forcément dans la torture, il peut y avoir aussi des mises à mort très douloureuses. Est-ce que c'est quelque chose qui est... Et là, je parlais de bourreau, pas en tant que bourreau victime, en tant que bourreau le métier. Est-ce que c'est quelque chose à commettre ces actes-là? Est-ce que c'est forcément jouissif? Est-ce que tous les nazis et tous les Allemands qui ont fait ça, il y a forcément une force de déshumanisation de soi en fait pour pouvoir commettre des actes qui sont aussi violents? Ça c'est aussi important sur comment est-ce qu'on gère son empathie, comment est-ce qu'on se confronte au monstre en soi quand on fait des choses comme ça, et que malgré tout, je pense qu'on sait qu'on est en train de faire quelque chose. Comment est-ce qu'on justifie, je parlais de dissonance cognitive, comment est-ce qu'on se le justifie à soi-même que finalement on est dans le bien? Parce que c'est quelque chose c'est une question qu'on a aussi posée sur le terrorisme, sur des personnes qui vont jusqu'à se tuer pour tuer des gens, mais qui y croient en fait, qui ne sont pas dans le... il ne suffit pas de dire ce sont des fous, c'est trop facile. En fait, c'est de montrer tout le mécanisme déjà de déshumanisation qu'on peut avoir, finalement, on parlera aujourd'hui de lavage de cerveau, mais il y a ce côté-là, et la religion a beaucoup fait ça, le régime nazi a fait ça, le mythe permet aussi de laver et finalement d'endoctriner. Endoctriner, c'est plus joli que laver le cerveau, c'est un peu plus. Donc comment est-ce qu'on en revient à ça? Et quelle est la justification? Est-ce que cette justification permet aussi d'exprimer du sadisme et de la jouissance là-dessus? C'est tout à fait possible, mais voilà, je pense que c'est très nuancé et c'est intéressant. En tout cas, moi j'ai bien creusé ça d'un point de vue littéraire aussi, parce que c'est là qu'on peut se permettre de rentrer dans la tête de Madame Monstre. Et là récemment, moi j'ai publié une nouvelle qui s'appelle « Tu aimes les enfants » dans un recueil horrifique où on est dans la tête d'un pédocriminel qui essaie de sauver sa peau et qui est une ordure. Et c'est super difficile à écrire ça, parce que le rapport au bourreau, comment est-ce qu'on écrit un inquisiteur, et finalement on écrit, peut-être écrire des sorcières, c'est plus facile. Voilà, oui, c'est facile d'écrire des sorcières, pour moi ça vient assez naturellement. Écrire un inquisiteur qui est justifié, pourquoi est-ce qu'il va avoir envie de faire ça? Comment est-ce qu'il peut se justifier? Et en plus, si c'est pas un être profondément immoral et qui est là pour la jouissance sadique, ça devient complexe à écrire, ça devient difficile à nuancer. Et ça devient super intéressant, parce qu'en fait, si on reste dans le simplisme, c'est dommage, je trouve. Je sais pas, je réponds, je rebondis, hein, mais... Justement, cet autre aspect du jeu est super intéressant. On a souvent tendance à penser justement ces choses-là d'un certain angle. Oui, et puis on a toujours sur l'histoire un filtre, voilà, c'est les historiens parmi nous, un filtre 19e qui s'est imposé à tout ce qu'on a avant. Donc le 19e a été des sortes de lunettes 19e, voilà, très steampunk, assez joli, mais en fait c'est pas très joli pour l'histoire parce que finalement on se retrouve avec une vision qui est limitante, voilà, pseudo-rationnelle, parce que le rationalisme 19e et post-Descartes, comment dire que c'est plus d'autres croyances qui se prêtent, le fait de ne pas être des croyances, donc, et ça sur l'histoire, sur la réinterprétation. Mais il y a tellement de termes qui ont été inventés à cette époque-là, voilà, identifiques, hein, mais le mot homosexuel ou hétérosexuel, ça n'existait pas avant le 19e. Il y avait des notions de rapport entre genres, de tout ça avant, mais ces dénominations sont des choses très récentes au final, et le 19e a énormément classifié de manière très à la fois formelle et en même temps autoritaire des concepts qui sont... finalement, aujourd'hui, on a du mal à se désengager de cette pensée 19e. Donc, entre la pensée chrétienne qui a influencé énormément notre culture et finalement notre mode de pensée, et la pensée 19e, c'est très compliqué d'en sortir. Oui, ça connaît souvent. L'expérience doit continuer, il faut faire
très intéressant et qui explique aussi, on parlait tout à l'heure du nazisme, qui explique aussi comment une personne d'autorité peut donner des ordres et comment est-ce qu'on endoctrine là aussi de manière temporelle et graduelle la pensée et finalement comment est-ce qu'on oriente la norme avec des ordres, avec l'autorité. Et c'est effrayant de voir, il y a pas mal d'expériences comme ça psychosociologiques pour voir qu'effectivement l'être humain a tendance à se soumettre à l'autorité et peut commettre des actes qui sont horribles sans même s'en rendre compte parce qu'on lui a dit et il se désengage de sa responsabilité. On en vient sur la question de responsabilité individuelle de ses actes et le monstre qui permet de désengager la responsabilité. La boucle est bouclée. Il y avait une question aussi ? Il y a une figure qui est très présente dans le cinéma au cours des années 2000, c'est la figure du clown, qui est plutôt une figure d'humanisation. Et je ne sais pas quelle est sa place en fait, dans la littérature, mais c'est pas du tout, dans la littérature récente, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est des choses que tu as pu voir, que tu as pu étudier. Alors le clone, le doppelganger, c'est des créatures qui sont aussi très anciennes. Il y a cette notion en féerie que j'aime beaucoup, et j'ai écrit sur le sujet, c'est le changelin. Le changelin, c'est une créature de féerique en fait, qui est mise à la place d'un enfant qui est enlevé du berceau. Et il y a plusieurs versions différentes. Soit c'est un enfant fée qui est né dans le monde réel et que du coup le monde des fées récupère, soit c'est l'inverse, c'est un enfant que les fées volent et mettent à la place un changelin. Donc là on est plus dans les mythes celtes. Et il y avait cette notion d'entourer les berceaux, de faire froid pour pas que les fées puissent y accéder. Et ça, on revient complètement dans la notion du monstre, parce qu'une des théories contemporaines pour justifier le fait de qu'est-ce qu'un changelin, ce serait par exemple des troubles neuroatypiques, d'avoir des différences, d'avoir des personnes qui peuvent être autistes, finalement elles ne se comportent pas exactement comme un être humain dans la norme, neuroatypique. Et du coup, est-ce que ça permet de dire en fait c'est le vrai enfant a été enlevé, le vrai enfant qui aurait été normal, normé, a été enlevé, et on se retrouve avec une autre créature qui est, elle, anormale, mais pas tout à fait l'enfant, et qui permet de justifier aussi, non, c'est encore une intervention extérieure. Donc là, je reviens sur Changelin, c'est un thème que je connais. Je n'ai pas forcément creusé sur le doppelganger en termes contemporains, parce qu'effectivement, c'est un monstre qui est intéressant, mais qui aussi propose l'altérité, le double. Et en fait, on est dans ce miroir. Qu'est-ce qui est moi? Qu'est-ce qui n'est pas moi? Qu'est-ce qui est l'autre? Et finalement, souvent, le double est vu comme une créature qui peut être plus cruelle, finalement monstrueuse en fait. On va voir, ok, c'est moi, mais c'est ma version monstrueuse, donc c'est pas tout à fait moi. Et dans les bonnes œuvres sur le sujet, on va avoir la question, finalement, est-ce que le clone, le double, est vertueux ou non, et des fois peut-être plus vertueux encore que le personnage de base. Et là je suis en train de regarder une série sur Prime de manga qui est en plein sur le sujet, et qui est plutôt intéressante, justement sur les ombres, ça s'appelle Time Shadows, sur qu'est-ce que l'ombre en fait de soi, est-ce que c'est forcément dévorant, voilà, et ça c'est des concepts qui viennent aussi beaucoup dans le transhumanisme. On parlait de l'intelligence artificielle, du fait de est-ce que si je dédouble ma pensée, c'est encore moi, ou est-ce que ce n'est plus moi, et on va s'interroger sur ce qui est le soi, et dans ce cas-là c'est une interrogation qui est tout à fait en cadre avec l'introduction de la monstruosité, c'est encore un peu différent, on est dans des thématiques similaires, parce que qu'est-ce que l'autre? Qu'est-ce que soi? Est-ce qu'on est un corps de chair? Est-ce qu'on est un esprit? Est-ce qu'on est un mix entre les deux? Et ce sont des questions philosophiques que retranscrit en fait cette thématique. Donc voilà, qui est aussi très intéressante à développer. C'est bon pour les questions? Il y en a encore une? La société désormais qui montre du doigt les frics. Il y a un lieu où les rôles s'inversent. Le fric, c'est la société normale. Et parce que une fois le touriste qui prend la place des autres frics qui aurait été pire, c'est le geste. Oui, aussi, et ça c'est des questions qui sont intéressantes. Je me souviens, c'était juste un mème sur
Facebook que j'ai vu passer, donc voilà, en termes de littérature, ça se pose là. Un enseignant qui avait montré, qui parlait de la norme justement, et je ne sais plus, un enfant qui demandait ce que c'était que d'être différent, et du coup il faisait des petits bonhommes bâtons, et il montre 9 petits bonhommes bâtons tout à fait classiques, et avec un complètement bizarre. C'était pas des petits bonhommes bâtons, il dessine mieux que dans mon esprit je faisais dessiner, mais voilà. Et il faisait l'inverse. Il montrait 9 personnes toutes différentes complètement des autres, et l'autre était vraiment l'archétype typique qu'on avait avant. Et on se retrouvait avec finalement qui est le fruit de qui. Et c'est exactement ça. Et du coup, effectivement, dans des cadres, ça va poser la question, parce que quand on a une personne qui va venir en touriste, voir dans des sous-cultures, dans des contre-cultures, il y a une apparence de qu'est-ce qui fait là la différence. Et finalement, le regard est différent. Et on en revient sur la question de l'intrinsèque, parce que effectivement, dans un lieu de freaks, la personne typique et la personne qui est freak. Et donc, on n'est vraiment pas dans une notion de... il n'y a pas d'intrinsèque en fait. Si il y a une mutation et que tout le monde développe des bras supplémentaires et tout, et qu'il y en a qui ont toujours leurs 2 bras, ce seront eux qui sont différents. Parce que la norme, c'est ce que je disais, elle est évolutive et elle dépend de ces environnements. Et dans des environnements clos et différents, il peut y avoir des normes qui sont différentes. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours penser que monstre égale regard. Regard et monstre. Du coup, à nous de bien traiter les gens normaux qui viennent au être. La norme est fixée par la majorité. Exactement, la norme existe parce qu'elle existe en fait, mais c'est la majorité. Elle existe dans un contexte. Ouais. Ah voilà, merci beaucoup.